Je vous demande d'accueillir parmi nous Monsieur Julien Farjon, qui est chef de projet, ingénieur chef de projet chez Sagem, et qui va vous faire une présentation notamment sur son domaine d'application qui sont les drones, et une présentation plus précisément sur l'ingénierie système, et une illustration à travers le projet MidCas, donc de drones. Monsieur Farjon, je vous propose de prendre la parole. Merci. Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous. Voilà, donc, tout d'abord, je vais me présenter un peu plus que vous l'avez fait. Donc, je m'appelle Julien Farjon, je suis responsable de projet au sein de Sagem Groupe Safran, plus précisément au programme drone. Et dans ce programme drone, je m'occupe de tout ce qui est lié à l'intégration des drones dans l'espace aérien non ségrégué, donc c'est l'espace aérien général. Vis-à-vis de mon cursus, de ma formation, je suis passé par les bancs de cette école, donc ça me fait plaisir de revenir. Et après, j'ai exercé différentes fonctions d'ingénieur, toujours dans le milieu de l'aéronautique, mais dans différentes sociétés, en passant du responsable technique, structure mécanique, intégration et validation sur du missile, et enfin sur les drones. Donc la présentation que je vais vous faire est sur l'ingénierie des systèmes, et pour la rendre un peu plus intéressante, j'ai essayé de l'illustrer à travers un projet européen dont je m'occupe, qui est le projet MidCas. Donc le sommaire pour commencer. Donc, tout d'abord, une introduction à ce qu'est l'ingénierie système, assez succincte, vu le temps que l'on a. Une présentation du projet MidCas. Ensuite, quelques exemples qui illustreront l'ingénierie système à partir d'exemples pris dans le projet MidCas. Et un dernier point sur la filière ingénieur système chez Sagem, mais plus globalement dans le groupe Safran. Donc, introduction à l'ingénierie système. Alors, le premier point, c'est les origines de l'ingénierie système. Alors, on s'accorde à dire qu'elle remonte aux années 60. Et principalement côté US et dans la gestion, l'organisation de gros programmes de la défense, de l'industrie aérospatiale, tel le programme Apollo. Alors, qu'est-ce qui caractérisait ces types de projets? En fait, c'est deux caractéristiques fondamentales. Une première, c'est une complexité technique importante. Et ensuite, une complexité organisationnelle importante également, qui a nécessité de repenser les façons de travailler et repenser les façons de faire de l'ingénierie. Et un petit graphique que j'ai fait pour illustrer l'évolution de la complexité avec le temps sur un domaine que je connais bien, qui est le domaine aéronautique. Donc, sur une échelle de temps, en partant de la montgolfière des frères Montgolfier jusqu'au dernier avion de combat américain, la complexité n'a fait que croître, et en plus de façon exponentielle, en intégrant des systèmes de plus en plus complexes, de plus en plus vastes. Donc on voit qu'actuellement, notamment dans le domaine aéronautique, la complexité est une problématique à prendre en compte dès le départ des projets, car on est dans un monde limité et avec des ressources financières aussi limitées. Un petit tour d'horizon des idées reçues sur l'ingénierie système. Car bon, on en parle. Dans mon expérience professionnelle, j'ai pu voir des erreurs, des choses à ne pas faire. Donc, plutôt que de décrire de but en blanc ce que c'est, on va essayer de voir ce que ce n'est pas. Alors, c'est la gestion d'exigences. Non, pas uniquement. La gestion des exigences est un outil utile à l'ingénierie globalement, notamment quand on va vers des systèmes certifiés. C'est du génie logiciel? Non. Alors, souvent, on a la confusion logiciel-système, notamment au niveau des fonctions, l'allocation des fonctions. Non, le génie logiciel, c'est un métier, mais ce n'est pas l'ingénierie système. L'ingénierie système, c'est plus vaste. C'est la même chose que le management de projet? Non, non plus. Non. Le management de projet, c'est aussi un métier, c'est une partie de tout projet, mais ce n'est pas de l'ingénierie système. C'est une méthode de résolution des problèmes complexes? Là, oui. En effet, c'est le but d'appréhender des choses qu'on ne peut pas appréhender par des méthodes classiques. Et c'est une création de techniques d'ensemble pluridisciplinaire. Oui, en effet, on va essayer de trouver une méthode pour
que différents métiers, différentes disciplines communiquent et que le tout s'harmonise dans un but système, dans un but unique. Donc ici, c'est une définition de l'ingénierie système telle qu'elle est partagée au sein du groupe Safran. Donc c'est une démarche interdisciplinaire de transformation des besoins des clients, besoins externes ou internes, de ces contraintes en un système, tout en assurant la justification, la validation et la vérification. Donc on voit rien que dans cette définition que l'ingénierie système, elle couvre aussi bien la conception, la définition du besoin que la traçabilité et l'intégration et la justification d'un concept, d'une définition par rapport à un besoin exprimé par un client, ce qu'on appelle la validation et la vérification. Et le petit graphique qui est en dessous, qui exprime un effort d'ingénierie en fonction d'une complexité de produit qui est caractérisée par un nombre d'interfaces. Et là, pour montrer que l'ingénierie système, elle a son intérêt quand on atteint une complexité d'interface d'un certain niveau. Et qu'en dessous, c'est peut-être pas la peine, que les méthodes classiques, quand on a un nombre limité d'interfaces, ça suffise. Mais au bout d'un moment, il faut changer de méthode, il faut appliquer une procédure, une façon de travailler qui est différente. Et c'est là tout l'intérêt de l'ingénierie système. Donc c'est avant tout une démarche structurée, adaptée à des systèmes complexes avec un grand nombre d'interfaces et un grand nombre de métiers. Alors ici, je vais vous présenter un peu quelles sont la structuration de l'ingénierie système et les métiers que l'on peut rencontrer plutôt dans la phase de développement et puis jusqu'au sous-ensemble, aux composants et à la remontée ensuite, la validation de ces choix de conception. Donc l'ingénierie système, elle couvre tout d'abord un premier point qui est la formalisation du besoin. Bien souvent, le client émet des besoins très haut niveau, très généraux, adaptés à son environnement à lui, à sa façon de penser à lui. Donc il y a une première étape dans l'ingénierie système qui va être de retranscrire ces exigences à un niveau système, mais intelligible. Donc on parle d'architecture du besoin. Toujours à haut niveau, quasiment au niveau client. Donc là, on est plutôt dans l'interface entre le besoin client et le système en lui-même. Il y a une seconde étape qui est la prise en compte de l'environnement. Alors ici, l'environnement est très large. Ça peut être les environnements tels qu'on le conçoit en ingénierie, les environnements climatiques, mécaniques, thermiques, électromagnétiques, mais aussi un environnement réglementaire, un environnement, une organisation, d'autres systèmes. Voilà, ça permet en fait de définir ce que va être l'architecture opérationnelle au sens ouvert vers l'extérieur d'un système. Alors il y a des petites boîtes sûreté de fonctionnement qui apparaissent en permanence, j'en parlerai à la fin. Alors là, on était encore à un niveau système à la limite entre l'extérieur et l'intérieur du système. Et en fait, on voit qu'on a une structuration de la démarche par étape, par niveau. On va s'enfoncer de plus en plus dans le niveau de définition et de sous-ensemble. Et une étape fondamentale de l'ingénierie système va être, à partir du besoin et de la déclinaison des besoins clients, de décrire quelles vont être les fonctions internes au système, l'organisation de ces fonctions, de procéder à des optimisations entre ces fonctions, et on va arriver à l'architecture fonctionnelle. Architecture fonctionnelle qui pourra être déclinée à différents niveaux suivant la complexité du système. Et enfin, ce processus de raffinement ou de discrétisation, il va continuer jusqu'à arriver à l'organe, qui est l'élément le plus petit dans un système. Et là, on va définir tout ce qui va être les interfaces physiques, procéder à des optimisations entre organes, de la même façon qu'on avait procédé à des optimisations entre fonctions, et arriver à la conception détaillée de ces organes. Et donc, au niveau du produit, c'est l'architecture organique, l'architecture physique, le produit, le sous-produit, le sous-composant en lui-même. Donc avec une petite pièce de puzzle pour indiquer que ces organes ils vont s'emboîter les uns aux autres pour former le système. Donc tout le travail, ça va être de décliner, de l'ingénierie système, ça va être de décliner le besoin du plus haut niveau
jusqu'aux composants élémentaires. Et la partie droite du graphique représente en fait la remontée du composant de l'élément élémentaire jusqu'au système, ce qu'on appelle l'intégration. Et chaque étape, en fait, chaque étape d'intégration se fait exactement comme c'est fait la descente de définition, par intégration et par validation successive pour arriver jusqu'à un équipement, plutôt un système, totalement intégré et, dans le monde de l'aéronautique, bien souvent certifié. Alors, en permanence, on voyait la petite boîte sûreté de fonctionnement qui apparaissait. Donc, elle est toujours là, d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que c'est le genre de fonction plutôt le genre de métier expert en plus, qui se retrouve à toutes les étapes de conception. Donc, ils sont intégrés dès le départ, dès l'exigence de la définition, dès la partie définition du besoin, jusqu'aux sous-composants. Et dernier point, c'est que ce processus global, il peut être à réitérer si besoin. On verra plus loin que ça peut avoir des conséquences sur les durées de projet, sur les contraintes. Donc bon, il y a un compromis à trouver entre optimisation à chaque étape de descente dans la définition du système et le nombre de cycles d'ingénierie que l'on reproduit. Donc ce que je n'ai pas fait apparaître ici, mais qui est important, c'est on voit qu'il y a une phase de descente, de définition, de raffinement des exigences, des performances, une phase de remontée, d'intégration et de vérification de la définition. Ici interviennent aussi tous les outils de traçabilité des exigences qui permettent de vérifier qu'une exigence qui a été définie est vérifiée et validée lors de la phase de remontée du V, et de s'assurer notamment pour des produits certifiés que le produit répond correctement aux exigences de départ. C'est pas anodin. Ici, c'est une illustration pour montrer que l'ingénierie système couvre tous les cycles de vie du produit. Et ici, je suis parti sur un exemple MIDCAS, donc très succinct, j'expliquerai plus tard ce qu'est MIDCAS, mais donc on retrouve la phase de définition des besoins, où on va utiliser des outils d'analyse fonctionnelle externe, où on va élaborer les scénarios opérationnels à travers l'analyse de l'environnement extérieur. Ensuite, on retrouve la phase de spécification détaillée, spécification de technique, où on va définir quelles sont les fonctions, quelles sont les interfaces entre ces fonctions, quelle est l'allocation de performance entre ces fonctions, la définition préliminaire, la définition détaillée, alors avec une maquette numérique d'un sous-composant du système MIDCAS, qui est ici un ensemble de caméras infrarouges. La phase de réalisation, où à partir du dossier de définition, on va réaliser le produit, mais toujours en assurant la traçabilité vers le haut et vers le bas. Donc ici, on voit le même capteur infrarouge, mais réalisé, et en dessous, un capteur radar. L'intégration, donc, parce que chaque composant fait partie du système, donc il y a une phase d'intégration et de vérification du fonctionnement. Son utilisation, ici le système est monté sur un avion de la DGA et c'est en vol pour procéder à des tests, et son retrait. Et donc si on regarde un peu à quelle phase de la vie d'un produit cela correspond, alors toutes les premières phases de la définition des besoins jusqu'à la définition préliminaire correspondent à la concept, des phases de concept et d'architecture globale. De la définition détaillée à l'intégration, on est dans le maquettage jusqu'à la conception, et ensuite on est dans le produit en lui-même et l'exploitation du produit en lui-même. Bon, on a vu la démarche globale d'ingénierie système. Alors depuis les années 90, il y a des standards qui ont été mis en place par différents organismes. Alors l'INCOS, qui est un organisme international, plutôt anglo-saxon, l'AFIS, qui est l'Association française d'ingénierie et systèmes, et CESAM, qui est un centre d'excellence sur l'architecture, le management, l'économie des systèmes. Je crois que c'est l'idée par Central Paris et des grandes sociétés type Thales, Dassault. Donc il y a la volonté d'établir des standards et des méthodes de travail partagées par tous.
Alors si on fait une vue rapide sur un de ces standards qui a été élaboré par ces organismes, notamment le plus connu c'est l'I3E 1220, qui a été produit par l'INCOS, qui définit le système, le processus d'ingénierie système. Bon alors c'est un pavé, hein, on va pas le regarder. Par contre j'ai juste fait une capture du processus d'ingénierie qui correspond à une des tranches d'ingénierie que j'ai présentées précédemment, où on retrouve l'entrée des clients, en fait, des exigences, que ce soit client ou d'un niveau donné de l'ingénierie système. Et ensuite, une fois qu'on est rentré dans la tranche système, la phase d'analyse des exigences qui alimente une phase d'analyse fonctionnelle, puis une phase de synthèse qui correspond à l'intégration, et un rebouclage de tout ça pour vérifier que le produit ou la tranche système conçue répond bien aux besoins. Avec, là c'est un peu petit pour le voir, mais toutes les phases d'optimisation, d'études d'allocation des performances et d'allocation des fonctions. Donc l'I320 est un support intéressant pour, quand on ne connaît pas, pour appréhender l'ingénierie système. Un mot aussi sur les cycles de développement. Alors, dans la planche précédente, on a introduit un peu le cycle en V avec la décomposition du système jusqu'aux organes, donc dans la phase de gauche descendante, et la remontée du cycle en V avec les intégrations successives. Donc c'est ce qu'on retrouve ici, avec ce qui est très important, le lien entre les vérifications et les exigences d'un niveau de conception. Donc on retrouve sur la gauche la décomposition en sous-système et puis en organes. Tout en bas, la phase d'implémentation. Donc c'est là où on va retrouver les métiers, principalement les métiers de codage, les métiers je sais pas, d'algorithmie, d'expert capteur, d'aérodynamique, j'en sais rien, enfin un peu tout. On va retrouver les métiers. Et à droite, la remontée avec les phases successives d'intégration jusqu'à arriver à la validation du système par rapport aux besoins clients. Alors le reproche qu'on fait à ce cycle, c'est une certaine lourdeur. Parce qu'on voit qu'on a le retour sur si on l'applique bêtement en fait, on a le retour sur la performance du système uniquement à la fin, tout à gauche, en haut à droite, excusez-moi, tout à la fin de la remontée du cycle en V. Donc sur des projets aéronautiques, c'est un peu dommage d'attendre la fin du projet pour se rendre compte qu'il y a une allocation de performance qui a été mal faite. Alors il y a des alternatives, notamment le cycle en spirale, qui est plus qu'on peut appliquer au cycle en V en fait, mais la grande différence, bien qu'on retrouve ces phases de conception, de développement, de test, d'évaluation et puis de déploiement du produit fini, en fait on retrouve des sous-cycles à chaque phase pour faire une prévalidation des exigences et ainsi gagner en confiance et éviter toute la lourdeur d'un cycle en V appliqué brutalement. C'est pour ça que dans Safran, enfin mon expérience professionnelle et puis celle de mes collègues, on insiste sur la validation au plus tôt des exigences pour éviter de se retrouver en fin d'intégration avec des choses bancales. Donc le cycle en V n'interdit pas de procéder à des vérifications, à des validations à chaque niveau d'ingénierie. C'est surtout ça le message qu'il faut retenir, et d'où l'importance des études de prédimensionnement, de l'importance des simulations plus ou moins complexes qui sont un outil important pour justement valider chaque niveau d'ingénierie. Alors on entend souvent parler, notamment dans la partie droite du V et du cycle de développement, des notions de validation et de vérification. Alors c'est pas évident à appréhender, c'est pour ça que je l'ai rappelé. Donc la validation, c'est la confirmation par des preuves tangibles que les exigences pour une utilisation spécifique ou une application prévue sont satisfaites. Donc c'est plutôt le haut. C'est plutôt en fait la vérification, enfin la validation des exigences, des performances par rapport aux exigences clients. Et la vérification, c'est la confirmation par des preuves tangibles que les exigences spécifiées ont été satisfaites. Donc vous retrouverez toujours souvent ces deux termes, et j'ai souvent vu aussi des confusions sur les deux, donc c'est important de l'avoir en tête.
Donc après cette rapide introduction sur l'ingénierie système, je vais vous présenter le projet MIDCAS dont je m'occupe. Alors tout d'abord, les contextes du projet MIDCAS. Bon, je pense que vous êtes au courant de l'utilisation des drones, actuellement plutôt dans le domaine militaire. Il faut savoir que dans le domaine civil, il y a une demande forte pour leur utilisation. Bon, d'accord, on n'est pas sur la même catégorie de masse et de taille, plutôt sur des petits drones, mais la demande est forte. Par exemple, l'an dernier, la DGAEV, donc le Centre d'essai en vol, qui est en charge des autorisations de vol, de délivrer les autorisations de vol, a eu, je crois, entre 200 et 300 demandes d'autorisation de vol de petits drones. Donc la demande est là. Et l'un des défis majeurs est de leur fournir une capacité à s'intégrer dans l'espace aérien non ségrégué. Alors l'espace aérien non ségrégué, c'est un peu barbare, mais en gros, c'est l'espace aérien que tout le monde utilise. Actuellement, les drones militaires volent dans des classes ségrégées où en fait, on fait le ménage. Donc il y a ce qu'on appelle des NOTAM. On demande à tous les autres aéronefs de sortir et le contrôle aérien s'assure qu'il n'y a aucun appareil qui rentre et s'occupe exclusivement des drones. Donc ça limite un petit peu l'utilisation, c'est pas très souple. Et pourquoi on fait ça? Principalement à cause de l'absence dans les drones de la fonction de détection et d'évitement automatique. Il faut savoir que dans un avion, la fonction d'évitement de collision, elle est de la responsabilité du pilote, quelle que soit la condition de vol, les conditions de vol dans lesquelles il évolue en plus. Dans un drone, le pilote, il n'est pas dans l'avion, il est au sol. Donc, rien que du fait de la réglementation, on n'a pas la fonction Detect Void dans le drone. Donc, il faut la créer. Et c'est ce que représentent les deux figures en dessous. Dans l'aviation habitée, on a le voir et éviter, qui est la responsabilité du pilote pour l'anti-abordage, l'anti-collision. Dans le drone, MIDCAS cherche à faire l'équivalent, donc le détecter et éviter, qu'on appelle Detect and Avoid en anglais. Alors c'est un projet européen. C'est un projet qui a pour but de définir une solution générique, c'est-à-dire à l'horizon 2020, mais aussi de définir les bases du standard d'une telle solution. Parce que on s'intègre dans un système existant, dans un environnement existant qui est régi par des standards, par des règles. Et pour faire accepter une solution, il faut déjà se mettre d'accord avec tous les autres utilisateurs de l'espace aérien sur les règles à partager et à utiliser. Donc MIDCAS prend en compte cette contrainte et dès le départ, on a cette voie parallèle entre la définition d'une solution technique et la définition d'un standard associé à la solution technique et surtout approuvé par tout le monde. Donc c'est un projet européen qui fait 50 millions d'euros sous un contrat EDA. Donc EDA, c'est European Defence Agency, qui regroupe 5 nations, donc France, Allemagne, Suède, Espagne, Italie, 11 industries. Donc on voit déjà au niveau de l'organisation industrielle que ça peut être complexe, 11 industries. Le leadership est suédois. Les Suédois sont amateurs de compromis et de discussions. Et c'est un projet qui a été initié par la France quand même. Donc la France est quand même assez moteur dans ce domaine-là. À la fois l'industrie et la DGA, il faut quand même leur rendre cet honneur. Donc le projet, il est articulé autour de 4 composantes. Donc, comme je l'ai évoqué précédemment, l'étude de la fonction générique du système d'évitement, qui est ici représentée par une architecture globale où on voit un œil qui représente la fonction détectée, qui détecte un aéronef et qui transmet les informations à différentes fonctions de traitement du signal, d'analyse, de prise de décision, et transmet ces informations ou ces décisions à une station sol que l'on voit en bas à droite, où l'opérateur se trouve. Donc c'est la première partie du projet MIDCAS. La seconde, c'est la définition du standard qui est associé à cette fonction. Une troisième qui est la validation de cette fonction par la simulation. La simulation a une place importante parce qu'on va traiter des objectifs de sécurité. Les objectifs de sécurité, notamment vis-à-vis du risque de collision en vol, et on ne va pas faire ça par essai en vol. On va faire ça par simulation, et notamment pour atteindre des chiffres relativement faibles de probabilité. Donc la simulation est, dans ce projet, extrêmement importante.
Et enfin, la réalisation d'un démonstrateur pour étayer tout ce qui a été développé de façon soit papier, à travers l'étude générique, soit en simulation. Donc le système d'évitement, donc le produit développé par Medcas, est intégré dans 2 démonstrateurs. Un démonstrateur avion, qui est un avion de la DGA et essai en vol, c'est un CASA C212. Donc les essais ont lieu actuellement. Et qui a l'avantage d'être piloté, donc on se focalise sur la fonction de détection et d'évitement. Et ensuite sera intégré dans un drone. Donc là c'est un Skyway, c'est un appareil italien. Et là c'est pour prouver l'intégration dans un système de drone. Donc on a intégré les choses petit à petit. Alors pour Midcast, quel est l'intérêt d'une approche système ? Premièrement, on a affaire à un environnement complexe. Déjà, un système de drone en soi, c'est pas quelque chose de très simple. On parle d'ailleurs de système de drone parce qu'on a un véhicule aérien qui intègre des moyens de contrôle du vol, des charges utiles, une station sol, donc avec une liaison de données. La station sol, bien souvent, est connectée à un réseau de commandement, donc on a affaire à des systèmes d'information. Ensuite, le système d'évitement devra s'intégrer et se connecter aux autres utilisateurs de l'espace aérien. Ce sont les autres aéronefs, c'est le contrôle aérien, avec toute la complexité du contrôle aérien. Et aussi doit s'intégrer avec les systèmes, ou plutôt se rendre compatible de systèmes d'anti-collision existants, parce qu'il en existe, notamment le système TICAS, qui équipe tous les appareils de plus de 5 tonnes 7, je crois, et de 18 ou 20 passagers, et qui permet de fournir des solutions d'évitement qu'applique le pilote en cas de conflit. Donc on voit qu'il y a quand même un ensemble d'environnements extérieurs dans lequel doit s'intégrer le système qui n'est pas simple, et tout ça a été pris en compte. Donc l'approche système vis-à-vis de la complexité est justifiée. Et enfin, c'est un projet qui est pluridisciplinaire, car on va retrouver au niveau des sous-ensembles, au niveau des composants, des technologies de capteurs, aussi différents que du radar, de l'optronique dans le domaine, dans le spectre visible, dans le spectre infrarouge, de la mécanique du vol, du génie logiciel. Et aussi des choses un peu plus transverses comme les interfaces homme-machine. Donc en résumé, ce genre de projet demande à avoir une compréhension globale et une démarche structurée pour avoir une chance d'aboutir. Donc quelques exemples. Alors si on reprend dès le départ, qui est le départ de l'ingénierie système du process, c'est la déclinaison des exigences clients. Donc je vais vous introduire ce que sont les HLTR, High Level Technical Requirements, et le CONOPS, qui est le concept d'opération. Donc, le concept d'opération, c'est l'illustration des interactions avec l'environnement extérieur au système. C'est la définition du besoin ou du concept opérationnel. Donc sur cette figure, on a essayé de résumer en une figure quelles sont les interactions de système. Donc on voit en bas à gauche un drone qui va avoir à interagir avec l'ATC, donc c'est le contrôle aérien, qui va retransmettre des informations à l'opérateur sol, donc c'est le petit bonhomme ici, et qui va détecter des aéronefs qui vont être sous différentes conditions de vol. Alors en VFR, c'est Visual Flight Rules, donc c'est le petit vol à vue, ou en IFR, c'est l'appareil classique qui vole sur ces routes. Et cet environnement est à prendre en compte pour fournir la solution et la fonction d'anti-collision. Et donc dans le CONOPS, on va illustrer toutes les interactions et on va décrire quel peut être le concept pour cette fonction d'anti-collision, qu'on a appelé ici CA pour Collision Avoidance. Et ensuite, à ce même niveau d'ingénierie système, qui est vraiment la compréhension du besoin client et la transformation du besoin client, on retrouve les exigences de haut niveau, les HLTR, qui reprend les exigences et le reformule au niveau système. Donc on va retrouver des exigences opérationnelles, fonctionnelles, de performance, de sécurité, de maintenance et d'interface. Pour ceux qui sont habitués à l'ingénierie classique sous forme de spécification de technique de besoin, c'est quelque chose d'assez classique, mais formulé à un niveau interface avec le monde extérieur. Alors, après cette phase de formalisation des exigences clients et de définition du concept, on passe à la définition des exigences système. On est dans le système. Alors, un premier outil intéressant et puissant, c'est l'analyse fonctionnelle. On va définir les fonctions et les interactions entre les premiers sous-ensembles, les premiers sous-systèmes.
Donc à travers tout d'abord l'analyse fonctionnelle externe, qui permet d'identifier les fonctions que doit assurer le système vis-à-vis du monde extérieur. Donc ici j'ai mis le diagramme de contexte, ça s'appelle comme ça, du système d'évitement automatique, où on voit en fait une bulle centrale qui représente le système, tout autour des bulles qui représentent soit l'environnement, soit des contraintes, et en fait les fonctions que doit assurer le système dont on s'intéresse sont traversées par des fonctions reliant différents éléments extérieurs. Certaines flèches ne font que venir vers le système, c'est ce qu'on appelle des fonctions de contrainte. C'est typiquement des standards à appliquer, ou ça peut être très bêtement une couleur imposée par le client. Une fois qu'on a fait cette analyse fonctionnelle extérieure qui permet de définir les fonctions principales que doit assurer le système, on passe à l'étape en dessous, qui est l'analyse des fonctions internes avec l'analyse fonctionnelle interne. Alors ici, j'ai essayé de mettre de façon très simplifiée un exemple de fonction. Alors, ce qui est important de retenir, c'est qu'on ne parle pas en produit, mais on parle bien en fonction. Une fonction, ça va être détecter des intrus, par exemple, première fonction, qui va alimenter une fonction, évaluer le risque de collision avec cet intrus, et ainsi de suite, jusqu'à fournir une solution d'évitement. Cette phase aussi s'accompagne souvent d'une phase, enfin toujours même, d'estimation des performances, qui permettent d'allouer les performances préliminaires au sous-système. Alors un exemple d'allocation des performances des sous-systèmes, c'est qu'au niveau d'un système detect and avoid, on va devoir faire un compromis entre des capacités de manœuvre d'un aéronef et une définition de trajectoire d'évitement et des performances de capteurs. Donc comment cette allocation de performance ensuite se traduit concrètement? Pour la plateforme, donc on s'appuie principalement à l'aide de simulations assez pas grossières, mais on est dans le prédimensionnement quand même. Donc, ces études préliminaires d'allocation de performance, d'allocation de fonction se traduisent de la façon suivante. Donc pour la plateforme qui est le drone, on en arrive à définir une vitesse minimale. Par exemple, il peut y avoir des vitesses minimales en dessous de laquelle on n'est plus capable de réaliser un évitement. Un taux de virage, c'est-à-dire qu'on va imposer à la plateforme d'être capable de soutenir un virage à 30 degrés pendant X secondes, quelle que soit l'altitude. Une pente, une précision de positionnement ou de navigation. Et ça, c'est le genre de choses qui ont un lien avec la standardisation, parce qu'il va falloir se mettre d'accord avec la communauté aéronautique pour dire, bon ben voilà, nous on propose un système d'évitement, mais qui marche dans ces conditions. Et pourquoi? Parce que c'est un compromis entre la performance, le coût, la complexité. Voilà. Vis-à-vis de la fonction de détection, ça se traduit concrètement par des distances, des probabilités de détection, des taux de fausse alarme, des précisions de mesure. Et pour la fonction d'évitement, ça se traduit par l'architecture de l'algorithme, la définition de l'algorithme, des exigences de guidage, de filtrage de mesure. Et enfin, une fois qu'on a fait cette couche de système, on descend jusqu'à arriver au sous-système et puis à la fin au composant, ou ce que j'ai appelé précédemment l'organe. Donc c'est un processus qui se réitère autant de fois que nécessaire. Et quelques exemples de technologies ou de métiers que l'on retrouve au niveau composant. Alors on a de la fusion capteur, donc là on a pas mal, on fait souvent appel à tout ce qui est filtrage de Kalman. Et au niveau des capteurs, infrarouge, électro-optique, radar, interrogateur de transpondeur, là c'est des appareils coopératifs qui communiquent entre eux. Je vous fais un point particulier aussi sur une exigence de top niveau client qui est assez complexe et difficile à décliner et à valider, qui sont les objectifs de sécurité. Parce qu'elles sont déclinées de façon assez brutale, c'est faire pareil que l'aviation actuelle. C'est-à-dire que voilà, il y a un risque de collision de 0,5 10-7 par exemple. Le système que vous faites ne doit pas dégrader la situation actuelle. Donc la première tâche qu'on a eu à avoir dans Midcast, qu'on a fait dans Midcast, c'est d'essayer de voir à partir de cette exigence globale d'un environnement, comment allouer ça à un système. Parce qu'il faut le design et le système, donc il faut une exigence au niveau du système. Donc on a analysé quels sont les contributeurs à la sécurité, en partant d'un trafic aérien au-dessus de l'Europe par exemple.
jusqu'à la collision, quelles sont les probabilités, par exemple, qu'on ait une défaillance du contrôle aérien, qu'on ait une défaillance de l'homme, qu'on ait une défaillance, jusqu'à arriver à combien allouer au système Detect and Avoid. Alors c'est important pour designer le système, c'est là où on retrouve les problématiques de sûreté de fonctionnement, car ça va nous définir si le niveau de sécurité logicielle ou de certification et de faire le design. Mais ça n'empêche pas de toute façon que le design devra être validé dans la remontée du cycle en V, donc sur la partie droite, en vérifiant qu'au niveau global dans le système, l'objectif de sécurité qui avait été fixé par les clients est atteint. Donc on a bien, dans un premier temps, cette décomposition d'exigences et à un moment la validation de cette exigence au niveau global. Alors c'est là qu'intervient la simulation, parce qu'on a affaire à des chiffres très faibles, à un environnement complexe qui est l'environnement aérien. Donc on fait appel à la simulation pour démontrer que notre système, auquel, à travers les exigences, on a alloué une défaillance de, je sais pas, 1, 10-3, mis dans le système global, répond au besoin qui va être, je ne sais pas, de 0,5, 10-9. Probabilité d'avoir une collision. Alors la grande difficulté des simulations, c'est que, surtout dans ce cadre-là, c'est qu'on doit utiliser des modèles certifiés pour prouver aux autorités de sécurité que le niveau de sécurité est réellement atteint. Donc on fait appel à des modèles de trafic aérien qui ont été certifiés, qui sont basés sur des exploitations de trafic aérien réel. On utilise aussi des modèles de composants qui ont été certifiés, donc le TICAS, le système d'anti-collision qui est monté sur les avions. Et pour les nouveaux composants, la difficulté aussi est de prouver qu'ils sont le plus représentatifs possible de la réalité. Donc il y a toute une phase de validation des modèles, d'où l'importance des essais en vol dans MIDCAS pour recaler les modèles. Et à la fin, la comparaison de l'apport en sécurité du système nouveau, mis en place dans l'environnement aérien, est fait par comparaison de la situation de sécurité avant la mise en place du système et après introduction du système. C'est ce qu'on appelle le risk ratio. Donc normalement, si on n'a pas changé la situation, le ratio doit être de 1. S'il est inférieur à 1, ça veut dire que le système qu'on a introduit a amélioré la sécurité. Chapeau. Bon, et après, si c'est supérieur à 1, c'est qu'on a introduit des perturbations, on a dégradé la sécurité. Donc là, on voit bien aussi l'importance de la validation dans la partie droite, en haut du cycle d'ingénierie système, et toute la complexité que ça comporte. Un petit mot aussi sur la validation, mais j'en ai un petit peu parlé des capteurs, avec l'importance des essais en vol pour recaler les performances capteurs. Donc là, c'est quelques images donc, du capteur IR qui a été développé, donc capteur infrarouge qui a été développé par Sagem, et 2 captures d'images d'essais en vol où on voit un Mystère 20 sur fond de ciel et sur fond de nuages. Donc c'est utilisé par nos équipes pour recaler les modèles. Enfin, pour terminer, un mot de la filière ingénieur système chez Safran et aussi Sagem et groupe Safran. Parce que c'est une démarche, un objectif de créer cette filière système, ingénieur système, partagée par tout le groupe. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est que c'est une démarche progressive avec 2 axes majeurs de progression. Donc d'une part, la connaissance du produit dans un environnement, dans un contexte multimétier, du système de plus haut niveau dans lequel il est intégré. C'est par exemple les gens qui vont travailler sur les capteurs optroniques. Le système de haut niveau, c'est la boule qui est mise sous l'avion. Et toutes les composantes de ce métier, c'est le traitement du signal, c'est les capteurs, l'algorithme, etc. Et le second axe, c'est la compétence ingénierie système plus méthodologie. Donc voilà, une connaissance du métier très importante et la compétence en méthodologie sur l'ingénierie système à proprement parler. Et quelle est la progression d'un ingénieur? Alors, dans cette filière système, c'est de démarrer ingénieur système plutôt au départ sur l'analyse des spécifications, la compréhension du besoin.
et la recherche de solutions. Donc on estime qu'il faut de 3 à 5 ans pour appréhender cette fonction, puis d'évoluer vers le poste d'ingénieur système confirmé, où là, il aura en charge la conception des briques internes et externes, ce qui nécessite 5 à 10 ans, pour arriver enfin à l'architecte système qui, lui, est en charge de la conception large du système et la définition de l'architecture générale. Voilà, c'est terminé. Je pense que Parfait. je ne suis pas trop débordé. Parfait, Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Farjon. On va laisser la place à quelques questions. Donc, est-ce que parmi vous, certains ont des questions sur cette présentation? Monsieur Bruel, qui va donc intervenir juste après, qui est justement notre prochain conférencier. Ça se fait pas trop, mais Voilà. j'espère qu'il ne se vengera pas. Le cycle en V que vous avez présenté, il se conçoit bien quand on construit un système from scratch. Quid quand, par exemple, imaginons que Midcast, vous ayez voulu le construire à partir du système existant que vous avez mentionné, qui est différent, parce que c'est un système, si je comprends bien, de dialogue pour gérer une collision. Mais imaginons que vous ayez voulu partir d'un système existant. Quel aurait été l'impact de cette situation-là sur le cycle en V? Est-ce qu'on fait une phase de rétro-ingénierie puis on refait un cycle en V, ou, enfin, voilà, quel est l'impact quand on démarre pas d'une feuille blanche? Voilà, c'est tout l'intérêt de l'analyse fonctionnelle de tout début d'ingénierie, pour bien prendre en compte les contraintes qui sont liées à la nouvelle utilisation, au nouveau besoin, pour éviter, pour concevoir un système et voir si éventuellement il y a des choses qui correspondent aux besoins qui existent actuellement, ou s'il faut modifier ou repartir sur une solution différente. L'exemple de TICAS est intéressant parce qu'on se dit, bon, bah là, il y a un TICAS qui existe sur les avions civils, les avions habités, pourquoi pas le reprendre? Alors, si on regarde les contraintes externes, notamment une qui est la manœuvrabilité d'un drone, les drones, pour parler un peu brutalement, ce sont des veaux. Ça ne monte pas, ça n'avance pas. Et le TICAS a des exigences de taux de montée de 1500 pieds par minute. Donc voilà, on voit dès le départ que est-ce qu'on peut prendre un TICAS, on analyse, manœuvrabilité d'un drone, quasiment rien. Non, on ne peut pas prendre de TICAS. Donc oui, ça peut arriver qu'on reprenne un matériel existant, mais ce qui est intéressant, c'est la démarche, de bien analyser quelle est la fonction à assurer, quelles sont les contraintes qui s'appliquent sur le système que l'on veut concevoir, et à partir de là, on ne dit pas qu'on veut concevoir un système nouveau, on analyse les fonctions et les besoins. À partir de là, si le besoin et s'il y a un système existant qui répond aux besoins, tant mieux, sinon, on démarre. Une autre question? Hervé? Donc merci pour votre présentation. En fait, on se rend bien compte que l'ingénierie système, c'est un vrai métier chez vous, dans l'industrie. Mais j'ai une question plus générale que cela. Quand on écoute les discours dans la presse, dans les politiques sur l'état de l'industrie en France, on a de quoi, si on n'y connaît pas grand-chose, être extrêmement inquiet. Et effectivement, nous, on a de temps en temps quelques élèves qui viennent nous demander, mais finalement, est-ce que j'ai une véritable carrière à faire dans l'industrie comme la vôtre? Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela? Je réponds, dans le domaine que je connais bien, qui est le domaine aéronautique, je crois que Safran est une des rares sociétés, est une société qui a un carnet de commandes rempli, avec une visibilité à plusieurs dizaines d'années. Donc venez chez Safran. Donc l'industrie aéronautique se porte très bien en France. En plus avec des métiers passionnants et une bonne ambiance. Ensuite, sur le domaine particulier des drones que je connais bien, je pense qu'on est à un seuil en ce moment, après une phase un peu où les gens sont cherchés, plutôt les besoins et les clients ont eu du mal à contribuer. Donc là, vis-à-vis notamment des petits drones et des applications civiles, depuis un an, depuis que la DGA s'est décidée à sortir suite à la poussée des industriels, s'est décidé à sortir de la réglementation, on a une explosion des demandes et une explosion des possibilités. Alors, un autre exemple, c'est que l'Allemagne avait mis 500 millions d'euros dans le développement de ce qu'ils appelaient l'Eurohawk, qui est une adaptation du Global Hawk américain, donc un gros drone stratégique. Ça fait l'envergure d'un A320, je crois. C'est capable de rester en l'air 48 heures. Et ils l'ont abandonné pour deux raisons, donc 500 millions d'euros à la poubelle.
Une première raison, c'est l'absence de certification qui font qu'ils ne pourront jamais avoir l'autorisation de vol. Et la seconde raison, c'est le detect and avoid. Ils l'ont abandonné à cause du fait qu'il n'y ait pas de detect and avoid actuellement existant. Donc ça prouve bien que le besoin existe et que les États et les sociétés ont conscience de ce besoin et mettent les moyens. Donc dans l'industrie que je connais, que l'industrie aéronautique, non, on n'est pas morose. Il y a du travail et il y a surtout des challenges intéressants, très intéressants même. On a encore le temps pour une question. Oui, Julien. Le micro, attendez le micro s'il vous plaît, comme ça on pourra bien avoir la question pour ceux qui regardent les journées de l'UPSTI par Internet et même après pour avoir les vidéos. Garder les vidéos avec les questions, c'est toujours plus sympathique. Oui, bonjour. C'est une question par rapport, est-ce que vous connaissez SysML et qu'en pensez-vous? Ah, quand même. Je me suis dit, c'est moi qui allais poser la question. Il fallait la poser. Oui, alors SysML, je ne pratique pas, personnellement. Par contre, c'est vrai que nous, on l'utilise et on l'utilisera, enfin, ce genre d'outil de formalisation, on l'utilisera de plus en plus. Donc c'est des outils qui sont intéressants, même titre que Simulink, que je connais un peu plus, et d'autres outils de traçabilité des exigences, comme Doors, avec le bémol que ces outils ne sont pas l'ingénierie système. L'ingénierie système, c'est la démarche. Alors ces outils s'intègrent dans l'ingénierie système, dans la démarche d'ingénierie système, mais restent des outils. Voilà. Donc c'est très bien, c'est pratique, ça permet de gagner du temps, comme Simulink permet de gagner du temps, parce qu'on on peut aller jusqu'au codage de fonctions de façon, on va dire, ingénieur et pas codeur. Donc c'est toujours intéressant en termes de flexibilité et de gain de temps, mais ça reste des outils. Donc c'est très bien, mais à intégrer dans une démarche d'ingénierie système cohérente. Plus de questions? Ah si, devant. Est-ce qu'on peut avoir un ratio entre ingénieur système et ingénieur métier? Et l'autre question aussi, c'est est-ce que les ingénieurs qui sont des spécialistes doivent avoir une introduction à la problématique système ou est-ce que c'est pas forcément nécessaire? Enfin, voilà, quel est le ratio dans vos entreprises en termes de qui s'occupe des systèmes, qui s'occupe plus des métiers comme vous avez mentionné? Oui, alors le ratio, bon, ça dépend de où on se trouve. Au drone, par exemple, où on se place quelque part en systémier, où en fait on est quasiment tous ingénieurs système, mais on a tous derrière nous un vécu, un background au niveau équipement assez existant au moins. Après, dans des départements type optronique, je vais dire qu'on va retrouver un ingénieur système, un architecte système sur 1 sur 5 environ. Mais ça, c'est vraiment un feeling personnel. Après, comme je l'ai montré sur la dernière planche, l'ingénieur système, il n'est pas fait from scratch. On peut avoir je pense que c'est important d'avoir la structuration de la pensée, mais de toute façon, à un moment, le démarrage se fait sur la fonction élémentaire, sur le métier. Et au fur et à mesure, on va initier les gens à l'ingénierie système et, s'ils le souhaitent, les faire partir dans cette filière, oui. Mais au tout début, il y a quand même le métier qu'il faut apprendre, quoi. Donc c'est plus un processus continu. Une sensibilisation de tout le monde, déjà, sur la façon de travailler, et ensuite une introduction progressive et continue des gens qui veulent s'orienter vers ce genre de métier, qui ne veulent pas rester experts, par exemple, experts algorithmie, mais qui veulent arriver jusqu'aux fonctions d'architecte système. Merci. Bien, merci Monsieur Farjon. C'est moi. On peut encore vous applaudir, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup.